Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi Equinox Télévision. Bienvenue aux 20h. L'essence se fait de plus en plus rare dans les stations-service à Yaoundé. Depuis plusieurs jours, les automobilistes de la capitale politique ont dû revoir leur plan de déplacement. Est-ce une pénurie de carburant ou on assiste simplement à une sorte d'inflation provoquée à cette période de fin d'année? On en parle dans ce journal. Et puis crise en RCA, Douala cède base arrière à l'armée française. Un navire battant pavillon français a accosté au port autonome de Douala depuis jeudi. Ce navire transporte d'après des sources du matériel militaire à destination de Bangui. Enfin, comment briser les préjugés tout en laissant ouvertes les portes pour une société plus inclusive à l'égard des personnes handicapées? C'est la principale préoccupation de la communauté internationale qui commémore ce jour la journée consacrée à ces personnes handicapées. Sur le plan local, quel regard est-ce que la société camerounaise porte sur la personne handicapée? Je vous donne rendez-vous en deuxième partie de ce journal avec notre invité. Une fois de plus, bonsoir. Les nouvelles ne sont pas du tout gaies, du moins c'est pour les automobilistes de la capitale politique. Yaoundé, le super se fait désirer dans les stations-service. Les automobilistes ont fait montre de beaucoup de patience pour avoir quelques litres d'essence dans la plupart des stations-service. Le constat était le même. Le service tournait au ralenti, ce qui a dû amener certains de ces automobilistes à revoir leur plan de déplacement. Les précisions dans ce reportage de Élisée Mbogba et Marcelin Gansop. Devant une station-service, de longues files de véhicules attendent. Après avoir fait le tour de la ville en vain, les automobilistes ont eu l'information que c'est ici que se trouve le précieux liquide. L'essence si rare dans les pompes depuis quelques jours. Depuis le matin, j'ai fait le tour de 3 stations. Je ne peux pas voir le carburant. Je dois voyager maintenant. Je ne peux pas voyager parce qu'il n'y a pas le carburant. Il faut que le président fasse des efforts pour voir ce que ça se passe dans ce pays. Parce que ça ne va pas. En fait, il fallait s'armer d'une bonne dose de patience pour avoir quelques litres de super dans la capitale. Dans la plupart des stations-service visitées, les compteurs affichaient zéro consommation. Ça a sûrement un impact parce que je dois aller encore ailleurs. Sans oublier que je peux à tout moment tomber en panne sèche. Seuls les véhicules diesel avaient voix au chapitre. Résultat des courses, les stations-service dégageaient un visage peu ordinaire, mettant carrément leur gérant dans une colère verte dont le reporter a dû s'en accommoder. Malgré notre insistance, aucun gérant n'a souhaité s'exprimer sur la pénurie actuelle, nous renvoyant systématiquement vers la société camerounaise des dépôts pétroliers. Rendus à la SCDP au quartier Nsam, nous sommes stoppés net à l'entrée de cette entreprise. Le responsable de la sécurité nous fera dire que le chef des dépôts pétroliers est très occupé pour répondre à nos questions. Jusqu'en début de soirée, le super continuait de se faire désirer dans les stations-service. Et là où il était disponible, comme ici, à la nouvelle route Bastos, aucun automobiliste n'avait droit à plus de 20 litres. C'était à consommer ou à laisser. Évidemment, personne n'a laissé, faute de mieux ailleurs. Une autre situation qui cause une entorse à l'économie du Cameroun, on parle du port autonome de Douala où les navires n'arrivent pas à bien accoster et les travaux engagés sur le quai ralentissent le processus de débarquement. Une situation qui perturbe le bon fonctionnement des activités de ce lieu stratégique des affaires de Douala. Dallas Tiana et Flavien Valondongo. Le port autonome de Douala peine à se vider de ses conteneurs depuis quelques jours. Conséquence, certains usagers sont obligés de se tourner les pouces. Le problème, nous les rencontrons en ce moment. Ce problème est dû du fait que, en ce moment, il y a de grands travaux qui sont réalisés où accostent les navires conteneurisés. Ça ne permet pas que tous les navires accostent à temps et partent à temps. Une situation qui n'est pas du goût des clients, surtout en cette veille des fêtes de fin d'année. Il est alors difficile pour les bateaux à conteneurs d'accoster à cause des travaux d'entretien du quai numéro 14. Ça ne plombe pas notre travail, mais ça retarde notre travail. Parce qu'en ce moment,
des fêtes qui arrivent, c'est une période de grandes activités pour nous autres, pour tout le monde, comme vous le savez. L'accès des reporters au port autonome de Douala, dans le but d'obtenir la version des autorités, s'est avérée infructueuse. Cette lenteur observée dans le processus de dédouanement des marchandises au port autonome de Douala constitue un manque à gagner énorme pour l'économie du pays et pour les clients. C'est-à-dire que les navires n'entrent plus au rythme habituel. Vous vous rendez compte que ça doit retarder avec tous ces travaux-là. Entre-temps, les autres navires attendent au large. On ne peut plus dire avec exactitude à un client qu'on va lui livrer son conteneur tel jour ou tel autre jour. Nous sommes suspendus au rythme des travaux qui s'effectuent au port. Si le moment choisi pour mener cette opération freine les activités, il est à noter que le clou des travaux permettra sans doute aux bateaux à conteneurs d'accoster en toute quiétude au port autonome de Douala. Restons au port autonome de Douala où un grand navire battant pavillon français est accosté depuis jeudi. D'aucuns ont parlé d'une base arrière de l'armée française qui souhaite ainsi faire acheminer du matériel militaire en République centrafricaine. Retrouvons une fois de plus Dalash Tchana et Flavien Valondongo. Cette image, captée à une certaine distance au port autonome de Douala, est un bateau sur lequel flotte le drapeau français. Selon des sources, il aurait à bord 350 hommes en tenue et des dizaines de véhicules, ainsi que d'autres engins appartenant à l'armée française en transit au Cameroun pour la République centrafricaine. Les mêmes sources affirment que le contingent en provenance de Toulon attend des ordres précis pour se déployer en République centrafricaine dans le cadre de l'opération de la mission internationale de soutien à la République centrafricaine. Le Cameroun devra servir de base arrière pour l'armée française grâce aux textes internationaux ratifiés de commun accord. En rappel, la raison principale de ce déploiement de l'armée française en direction de Bangui fait suite à la situation sécuritaire et humanitaire de la RCA qui reste davantage préoccupante. Pour le retour de la paix dans ce pays, les interventions devraient venir non seulement de la communauté internationale, mais également des pays africains. Restent attendues les décisions issues du Conseil de paix et de sécurité de l'ONU, dont la tenue du sommet est prévue vendredi prochain à Paris. Parlons à présent du classement des pays les plus corrompus. Le Cameroun est logé au 34e rang mondial des pays des nations où cette pratique a pignon sur rue. C'est ce qui ressort de l'indice de perception de la corruption rendu public ce jour par Transparency International. Les précisions avec Emmanuel Job et Yannick Bazon. Pour Transparency International, le statu quo du Cameroun reste tributaire du non-respect de l'état de droit. 12 sur 100, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'efforts à faire. Comment la justice est-elle rendue? Est-ce que la justice est indépendante? Est-ce que la plupart des décisions sont exécutées? Est-ce que nos lois sont suivies des faits? Voilà, c'est ça les questions d'état de droit. Comment est-il perçu, le tribunal criminel spécial aujourd'hui? Il n'est pas perçu par tous comme un mécanisme ou une juridiction permettant de lutter efficacement contre la corruption, puisque malgré la mise en place du tribunal criminel spécial, les détournements continuent allègrement. Une situation qui ne pourra pas changer, selon Maître Charles Nguini, tant que le Cameroun ne se dote pas enfin des mécanismes juridiques, politiques et d'intégrité publique pouvant empêcher les titulaires de charges publiques d'abuser de leur position pour leur profit personnel. Nous avons besoin d'une loi anticorruption. Nous avons besoin de mettre en place l'article 66 de la Constitution. Et ça tombe bien, nous avons de nouveaux élus qui doivent déclarer leurs biens. C'est un minimum que les députés, les sénateurs, tous les conseillers municipaux, le président de la République et les ministres qui vont arriver, qu'ils déclarent leur patrimoine. C'est ça qui améliore la perception d'un pays. L'éducation à la citoyenneté, l'éducation à la lutte contre la corruption, l'éducation à l'intégrité. Il faut que les Camerounais apprennent à être intègres. Le Haut Commissariat de Grande-Bretagne au Cameroun s'engage par ailleurs à aider le Cameroun dans ce processus. Je veux travailler en partenariat avec le Cameroun, en partenariat avec CONAC par exemple, pour se battre dans la lutte contre la corruption. 144e pays corrompu au monde et 34e sur les 48 pays africains sous l'ordre croissant de l'indice de perception de corruption. Le Cameroun, sous l'ordre décroissant, est en réalité le 34e pays au monde le plus corrompu et le 15e pays africain le plus corrompu. Notons que la Somalie est le pays le plus corrompu au monde.
22e journée internationale des personnes handicapées. L'événement se célèbre ce 3 décembre 2013. Une attention particulière a donc été accordée à Yaoundé à l'accessibilité des personnes handicapées dans les hôpitaux. Notons également qu'une rencontre amicale de football a opposé Pro Handicam à Rufignac. C'était en présence de la ministre des Affaires sociales, Catherine Bakambok, que je vous propose d'écouter au micro de nos reporters. Et que lorsque vous êtes malade et que vous ne pouvez pas accéder à un hôpital, ça peut faire encore un problème. Et aujourd'hui, nous avons touché du doigt cette réalité. Le Cameroun étant devenu un grand chantier dans le cadre des grandes réalisations, les bâtiments sont arrimés à l'approche handicap. Nous avons vu des rampes, nous avons vu des portes qui sont larges, qui permettent à tous d'accéder. Donc accéder et qui brise les barrières. Nous avons vu également les toilettes pour tous, y compris les personnes handicapées. S'agissant maintenant de ce tournoi du Gold Ball, nous venons d'assister à une démonstration tout à fait éloquente de l'intelligence, de la précision, de la détermination et surtout du dépassement de soi dont font montre les personnes handicapées. Et je voudrais donc féliciter ici très chaleureusement l'équipe de Pro Handicam qui n'a pas démérité et l'équipe de Rufignac qui a conservé, semble-t-il, son titre. Eh bien, les personnes handicapées ont donc saisi l'opportunité de cette journée pour dénoncer le non-financement de leurs micro-projets par les pouvoirs publics, une situation qui impacte sérieusement sur leur épanouissement social. C'était ce jour à Douala, en présence de nos reporters Carlos Minoué et Julingue. Les personnes handicapées se disent exclues de tout financement des pouvoirs publics. Elles affirment que la plupart de leurs micro-projets sont restés sans suite favorable par manque de moyens financiers nécessaires. J'ai un projet d'ouvrir un salon de coiffure. Et j'aimerais une aide financière pour ouvrir le salon, ouvrir le salon et avoir aussi le matériel qu'on trouve dans un salon. Ces hommes et femmes dénoncent les promesses non tenues des autorités compétentes qui, disent-ils, sont informés des problèmes auxquels ces derniers font face au quotidien. Les pouvoirs publics sont en train de nous promettre que ce serait amélioré dans le futur. On a l'espoir que avec le temps, ils vont comprendre que nous sommes les personnes qui veulent aussi construire notre beau pays, le Cameroun. Leur handicap ne leur permettant pas de se mouvoir, ces citoyens réclament l'application des textes prévus par la loi. Les textes disent qu'il faut au moins 25% de personnes handicapées dans les entreprises, ce qu'on ne retrouve pas. Le fait qu'on ne retrouve pas, nous souhaiterons que les entreprises puissent nous accompagner en donnant des appuis par rapport à nos projets d'autonomie. Parce que seul l'emploi garantit l'autonomie d'une personne handicapée. La Journée internationale des personnes handicapées pour cette 22e édition se célèbre sous le thème « Ensemble, réduisons les obstacles et ouvrons la porte à une société plus inclusive ». Une autre occasion pour cette catégorie sociale de poser à la face du monde ses doléances. Eh bien, nous allons revenir en deuxième partie de ce journal sur le statut des personnes handicapées. Ça sera avec notre invité. En santé, le cancer de la prostate est la deuxième cause de mortalité chez les hommes au Cameroun, affirment les urologues. Les spécialistes de cette maladie, réunis à Douala pour une séance de travail, ont fait le point sur les causes et les modes de prévention du cancer de la prostate. Le traitement de la maladie est onéreux, mais la prise en charge rapide peut freiner son évolution et sauver des vies. Les urologues se sont accordés sur la qualité du suivi des patients souffrant des infections de divers ordres. Voici à présent les explications concernant cette maladie d'un urologue au micro d'Equinox Télévision.
Sur le terrain, nous avons toujours eu des difficultés de diagnostic, de prise en charge, souvent à cause de certains bilans qui ne sont pas adéquats à ce qui se passe ailleurs. Et là, aujourd'hui, nous avons appris que c'est l'intérêt du malade. Nous devons d'abord soigner le malade avant de s'occuper de la maladie. Donc, les bilans indiqués pour avoir la certitude du cancer ne sont pas prioritaires si l'état du malade est menacé. Il faut d'abord privilégier avec notre intuition, notre petite expérience et quelques éléments de diagnostic que nous aurons à notre portée, nous pouvons attaquer la prise en charge, le traitement, et quand le malade est rétabli, maintenant revenir pour confirmer d'une manière bien sûr scientifique le diagnostic. Une réflexion sur l'avenir de l'agriculture en Afrique se tient à Yaoundé. Les participants issus de plusieurs pays tablent sur les stratégies à même de booster la production afin de faire face à la forte demande en vivres consécutive à une démographie sans cesse galopante. Marcelin Gansop depuis Yaoundé. La population africaine est en nette croissance. Une démographie galopante qui donne des soucis par rapport aux nombreuses bouches à nourrir. L'agriculture se présente alors comme la meilleure réponse à ce défi existentiel. Encore faudrait-il produire suffisamment pour satisfaire la forte demande. Tant il est vrai que l'agriculture constitue un élément crucial de la sécurité alimentaire de nombreux pays africains. Il faut donc trouver des stratégies pour produire plus et booster le moral des 65% de la main-d'œuvre africaine qui se recrute dans le secteur agricole. Depuis des années, nous identifions des problèmes en termes de production, donc améliorer la productivité, améliorer l'accès aux ressources, le foncier, l'énergie, les infrastructures et les capitaux. Tout cela est important pour que notre agriculture se transforme, se modernise et soit compétitive. La nouvelle vision de l'agriculture africaine repose également sur les organisations de producteurs. Le cadre d'exercice et le défaut d'organisation ne leur ont pas toujours permis de donner le meilleur résultat. Vous savez, il n'y a pas de production sans producteur. Et la meilleure façon de produire, c'est de produire avec des producteurs organisés. Quand vous avez beaucoup de cacao, vous l'avez produit ensemble, vous pouvez avoir les moyens d'imposer le prix à l'acheteur. Il est question qu'on conscientise davantage les producteurs sur leur pouvoir, qu'on renforce leur capacité, qu'on dialogue avec eux. D'où l'importance que le gouvernement camerounais, et particulièrement le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, accorde à cette rencontre. En réunissant à Yaoundé la crème de l'agriculture africaine, la plateforme sous-régionale des organisations paysannes d'Afrique centrale voudrait jeter les bases d'une nouvelle vision de l'avenir de l'agriculture en Afrique. La valse des installations des exécutifs communaux se poursuit sur l'ensemble du territoire national. Les maires ainsi que leurs adjoints des 6 communes que compte le département de la Ménois, nous sommes là dans la région de l'Ouest Cameroun, ont pris officiellement fonction. Il s'agit donc les maires de Fokoué, Penka Michel, Fongotongo, Sanchou et Kunki ont reçu leurs attributs des mains du préfet de la Ménois. Maché Ngonoued Jean-Bertrand a prescrit à ces différents magistrats municipaux une thérapeutique pour le bien-être des populations dont ils ont désormais la charge. Et les populations qui ont pris massivement part aux différentes cérémonies souhaitent que les nouveaux maires respectent leur engagement de campagne. À l'étranger, affaire de l'explosion du 4 mars au Congo voisin, le principal accusé rompt le silence. Blanchi par la justice, le colonel Tsuru, qui officiait comme patron de renseignement, annonce le divorce avec le régime Sassou Nguesso. Il est désormais présenté comme un élément dangereux pour le projet de modification de la Constitution en gestation dans le pays. Éric Fernand Kouamo, de retour du Congo. Le visiteur qui découvre Brazzaville se laisse impressionner par ces immeubles qui poussent sous les marques chinoises. L'image d'un pays qui se construit, se reconstruit avec les pieds politiquement fragiles. La santé politique du Congo inquiète depuis les événements du 4 mars.
Une série d'explosions dans les casernes qui avaient fait des morts. Cet homme est le colonel Tsuru, cadre de l'armée du Congo, ancien patron du renseignement. Au lendemain des événements du 4 mars, il a été arrêté par le pouvoir, accusé d'être complice. Des mois de procès au tribunal, le verdict tombe. Il est déclaré non coupable. J'ai déjà déclaré que toute la procédure à propos du 4 mars était illégale, que mon arrestation était arbitraire, que ma détention à la DGST pendant 37 jours était illégale par rapport au code de procédure pénale congolais. Depuis sa mise en liberté, il est entré dans un retranchement et est désormais présenté comme un élément dangereux par le pouvoir. Son discours est désormais radical. L'État congolais, la justice congolaise sont hors la loi et c'est eux qui me défient en tant que citoyen qui ai respecté la loi. Et en ce moment, s'ils me défient, je relève le défi. Hier, proche collaborateur du président Sassou Nguesso, le colonel Tsuru a déclaré le divorce avec le pouvoir de Brazzaville. Il a déjà pris position contre l'idée de modification de la Constitution en gestation dans le pays. Et ne le cache pas, même le grade de général est loin de le faire fléchir en attendant la réaction du pouvoir. On reparle de la journée internationale consacrée à la personne handicapée en Chine, où des artistes handicapés de toute la Chine se sont retrouvés à Beijing pour un spectacle grandeur nature à destination du grand public. Les précisions avec les confrères de CCTV. Chant, danse, piano. Ces artistes ont ébloui le public par leur grâce et leur courage. Des enfants non-voyants de Shanghai ont présenté sur scène une danse passionnée. Et ces artistes ont partagé leurs poèmes avec les spectateurs. Le clou du spectacle est arrivé lorsque 60 artistes malentendants ont exécuté la danse « Les chevaucheurs de vagues ». Cette pièce primée montre comment ces chevaucheurs de vagues ont surmonté diverses difficultés pour se frayer un chemin à travers les vagues rugissantes du fleuve jaune. Ils n'entendent rien du tout, alors ils doivent apprendre tous les mouvements avec l'aide du professeur de langue des signes. Les artistes qui se produisent au spectacle ont été choisis parmi plus de 5000 artistes handicapés de tout le pays. Les organisateurs souhaitent que cet événement fournisse un tremplin pour ces artistes de talent et qu'il leur permette en même temps de prendre leur vie en main. Parlons à présent de sport. Les obscurités dans les stades, le phénomène devient récurrent à l'ère où l'on parle du professionnalisme du football camerounais. Cela fait donc 2 fois que le stade de la réunification de Douala abrite des rencontres qui se sont toutes achevées dans la nuit. Il y a tout d'abord eu la rencontre entre Union et As comptant pour les 16e de finale allée de la Coupe du Cameroun et tout récemment la rencontre des barrages dans la région du littoral entre Bama FC et Dynamo de Douala. Voici le reportage de Jean-Paul Chuniat. L'obscurité dans les stades fait désormais partie d'une réalité à la mode dans le football camerounais. En match de barrage pour le tournoi d'accession en Élite 2, Bama FC et Dynamo de Douala vivent la douloureuse et pathétique expérience d'un match de foot dans le noir. Plus amer encore pour l'équipe de Bama FC qui encaisse un but d'une extrême noirceur, sans pour autant susciter la contestation. Même les spectateurs du stade de la réunification n'en croient pas à leurs yeux que 50 ans après les indépendances, des matchs en nocturne sont inimaginables dans un pays qui a tout reçu du football. Le 20 octobre dernier, en 16e de finale de Coupe du Cameroun, le match Astre-Union s'achevait en queue de poisson pour déficit d'éclairage sur le même stade de Bépanda. Dans une organisation qualifiée de football moderne, fabriquée de toutes pièces et déclarée professionnelle par la volonté d'un décret, l'éclairage dans les stades n'est qu'une partie visible de l'iceberg. Dans l'épineux dossier du manque criard d'infrastructures, plusieurs grandes annonces de construction de stades modernes sont mortes de leur bonne mort, à l'instar du PN10, le Programme national de développement des infrastructures sportives. Mis à part la pelouse de Bépanda qui semble briller à l'œil comme de l'or, le reste de l'infrastructure est en piteux état. Tout y est à refaire, mais rien n'est fait pour un stade construit il y a 41 ans. À Douala comme à Yaoundé ou encore dans les 10 régions du pays, le Cameroun est à la traîne d'une tortue, dévancé de très loin par des pays sans palmarès de football, comme la Guinée équatoriale, le Gabon, le Mali, la Tanzanie ou le Burkina Faso.
Sur le plan des infrastructures sportives, le Cameroun a dépassé le cap de la honte et gravi à toute vitesse les marches du ridicule. Parlons justement de ces barrages dans la région du littoral pour dire que des présidents de clubs désamorcent la bombe du boycott de ce tournoi d'accession en Elite 2. Les 5 présidents suspendus ont reçu la promesse de soutien de leurs collègues pour la levée des suspensions. L'engagement a été pris hier au cours d'une rencontre tenue à la délégation régionale du ministère des Sports et de l'Éducation physique pour le littoral. Eukwa Claude et Jean-Paul Chouniat. Ayant décidé de boycotter les matchs de barrage, les présidents suspendus et les clubs sanctionnés acceptent de retourner dans les stades sur une promesse de leur homologue de les soutenir à travers une pétition des 24 clubs du championnat régional demandant à la FECAFOOT de surseoir la décision du comité régional de normalisation. Le fait que la raison, la sagesse ait régné fait que justement c'est une solution, une issue qui les a sûrement plus en détail un club, et ce club a accepté de faire la concession pour que les choses se passent dans la paix et que l'image de la région soit redorée. Pour les dirigeants des clubs pas du tout solidaires à ce boycott, ils font savoir que leurs collègues des 6 clubs sanctionnés ont eu tort de bouder les stades. Mais ici aujourd'hui on s'est rendu compte que c'est vers la dernière minute qu'ils ont quand même accepté, qu'ils ont fait des erreurs et que maintenant, comment on peut faire pour que nous les présidents de clubs on les aide? C'est notre procédure. Au bureau régional du littoral du comité de normalisation, le pire a été évité, ce qui va permettre de déterminer sereinement les représentants du littoral pour le tournoi d'accès en Elite 2. Les responsables de clubs, les dirigeants de clubs s'asseyent dans une salle et se parlent et se disent les vérités pour arriver à une conclusion qui satisfait tout le monde. Et il y a lieu de s'en réjouir et de s'en féliciter. Le 29 novembre dernier, la commission d'homologation des disciplines de la Ligue régionale du football du littoral sanctionnait 6 clubs pour forfait général observé aux dernières journées du championnat. AS Mungo, Eugène Ekeke Academy, Jeunesse de Bonamoussadi, Authentique FC, Banjoun FC et Oryx de Douala, rétrogradés des 2 divisions inférieures et leurs présidents suspendus pour 5 ans des activités de la FECAFOOT. Les 18 autres présidents de clubs tiendront-ils leurs promesses pour la levée de ces sanctions? Seul l'avenir le dira. Je vous donne à présent rendez-vous à la cours de la deuxième partie de ce journal. Nous allons revenir sur la personne handicapée dont nous célébrons aujourd'hui la journée internationale. Nous recevons donc sur ce plateau du 20h Zrumba Pabame. Bonsoir. Bonsoir Pascal. Il faut signaler que vous êtes professeur de lycée d'enseignement technique de formation, mais qu'actuellement vous occupez les fonctions de conseiller régional des formations au ministère de la promotion de l'emploi et la formation professionnelle, c'est pour le littoral. Oui, exactement, monsieur Pascal. Je suis conseiller régional des formations à la délégation régionale de l'emploi et de la formation professionnelle du littoral. Alors, bonne fête en passant, puisque c'est une journée qui vous est consacrée par la communauté internationale. Merci. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-être une réaction par rapport aux 2 reportages que vous avez suivis, un sur le plan local et l'autre en Chine. Peut-être des regrets par rapport à comment est-ce que cette fête s'est célébrée en Chine? Bon, le contraste est là. Pendant qu'en Chine, ils offrent un spectacle, les handicapés sont réunis pour offrir un spectacle grandeur nature. Au Cameroun, on s'est réunis pour pleurnicher. Donc, voilà, tout à fait. Alors, il y a également eu un autre reportage où toujours des personnes handicapées dénonçaient le non-financement de leur micro-projet. Oui, justement, c'est par rapport à ça que je dis que ici, les handicapés se réunissent par rapport à la revendication de certains droits et autres, alors qu'en Chine, c'est complètement intégré, l'approche handicap est intégrée dans la vie de la société, dans certains pays développés, alors qu'ici, bon, on fait tout comme si la personne handicapée n'existe pas. Je ne parle même pas d'handicapés, je parle de personnes à mobilité réduite, parce que tout le monde, d'une façon ou d'une autre, chacun de nous a un handicap quelque part. Bon, voilà, est-ce que... De quoi est-ce que la personne handicapée est-elle le plus victime aujourd'hui au Cameroun? La personne handicapée au Cameroun de nos jours est beaucoup plus victime de la discrimination et de la stigmatisation, le regard des autres. Vous ne pouvez pas passer inaperçu
C'est un regard parfois d'intégration qu'on rejette sur vous. Bon, on ne prend pas en compte la valeur même de l'homme. Qu'est-ce qu'il peut apporter à la société? Mais tout de suite, on commence à vous dire que non, c'est un handicapé. Bon, vous pouvez peut-être... Il y a des handicapés qui arrivent à postuler, à offrir des services. Moi, j'appelle ça offre des services. Je n'appelle pas ça demande d'emploi. Il y a des handicapés compétents qui peuvent arriver dans une entreprise donnée, mais on ne peut pas les juger par rapport à ce qu'ils doivent apporter. On commence à tout de suite à leur dire non, c'est un handicapé, il ne peut pas. Moi, je ne pense pas que ce soit la meilleure approche possible. Vous avez vu, dans l'histoire nous le rappelle, les handicapés excellent parfois dans certains domaines. Je pense que, vous prenez l'exemple des États-Unis, le meilleur président de tous les temps aux États-Unis, c'est Franklin Delano Roosevelt. Il marchait dans un tricycle. C'est le seul président aux États-Unis qui a eu à faire 3 mandats. Vous êtes tout à fait d'accord avec moi que tous les autres ne viennent, quelle que soit leur excellence, ne font que 2 mandats? Alors, est-ce que vous militez dans une association quelconque de personnes handicapées, puisque on se rappelle que le cours de la récente visite de travail effectuée par le président de la République à Douala, il a accordé l'audience à quelques personnes handicapées. Vous avez une idée de ce qui a été dit avec le président de la République concernant l'amélioration de votre condition? Oui, effectivement, le chef de l'État a reçu une association des personnes handicapées. Il faut le féliciter dans ce sens. Moi, je pense que tout reste encore et beaucoup reste à faire par rapport à l'amélioration de la condition de l'handicapé. On doit pouvoir prendre en charge le facteur compétence de la personne handicapée, mais pas le rejeter. Je reviens là-dessus, il ne faut pas rejeter les personnes handicapées sous prétexte qu'ils ne peuvent rien, non. Alors, vous êtes aujourd'hui professeur des lycées d'enseignement technique de formation et occupez une fonction dans une délégation régionale. Alors dites-nous, quel est le regard que vos collaborateurs, vos collègues, et même durant tout ce processus, ça a été facile? Comment expliquez-nous un peu les difficultés auxquelles vous avez fait face pendant non seulement votre processus quand vous étiez à l'école normale et même actuellement comme déjà fonctionnaire? A priori, je vais vous dire que le parcours de tout un chacun dans la vie n'est jamais facile. Chacun fait face à certains obstacles, à certaines difficultés quotidiennes, y compris la personne à mobilité réduite. Que ce soit vous, Pascal, vous ne pouvez pas me dire que vous n'avez pas rencontré des difficultés dans votre vie. Tout le monde rencontre des difficultés, mais la personne à mobilité réduite, en ce sens particulièrement, ne peut pas se mouvoir rapidement comme les autres. D'accord? Mais là, à ce niveau, la personne, quand tu rencontres certaines difficultés, tu dois pouvoir te dire, aller chercher certains efforts supplémentaires dans ton subconscient, arriver à vaincre ton handicap. Ne pas te dire que le fait que tu sois une personne à mobilité réduite, tout est fini pour toi. Non, tu peux être utile à la société en travaillant. C'est-à-dire, ce n'est pas tous les travaux qui vont nécessiter la force physique. Moi, il y a certains de vos confrères, pour ne pas les citer, à l'extérieur de Kamemim, qui excellent dans son journalisme. Il y a des professeurs qui enseignent. Moi, je ne peux pas me jeter des fleurs, mais je pense que partout là où je suis passé, même d'abord comme enseignant, mes élèves, je suis à l'aise avec mes élèves, ils comprennent, et c'est ça qu'il faut faire valoir. Alors, il y a un thème qui a été retenu pour accompagner les festivités de cette célébration, briser, vous allez peut-être me dire, si peut-être je me trompe, briser ou ouvrir les portes pour une société plus inclusive. J'espère que, qu'est-ce que ce thème vous inspire? Le thème de la 22e journée internationale de la personne handicapée est placé justement sous le thème « Briser les barrières, ouvrir les portes pour une société inclusive pour tous ». Alors, quand on parle de briser les barrières sont où? En réalité, les barrières sont dans la psychologie même de la personne handicapée. C'est-à-dire, il ne faut pas se dire qu'on est handicapé et c'est fini. On est appelé à prester pour la société dans laquelle on vit. On est appelé à dompter notre environnement par la recherche. Vous pouvez vous battre, vous faire former. Il y a des centres de formation. Et puis, le ministère de l'Emploi, en l'occurrence, offre des bourses de formation. Pourquoi pas, par exemple, privilégier cette catégorie de personnes pour les faire former dans des métiers
plus valorisantes, ils peuvent se prendre en charge à travers dans ces métiers. Bon, ouvrir les portes, ça veut dire quoi? La personne handicapée doit pouvoir frapper. Si vous avez déjà brisé les barrières, vous vous êtes formé, vous avez un faire-valoir à porter, vous devez pouvoir frapper. Une porte ne peut s'ouvrir que quand on a eu à frapper. Alors, comment est-ce que la personne handicapée elle-même se mobilise pour notamment l'amélioration, pour briser ces barrières ou alors pour se faire valoir dans la société? Comment est-ce que vous vous organisez? Est-ce que vous sentez qu'il y a une certaine affinité entre ces personnes handicapées au Cameroun? Oui, il y a une affinité entre les personnes handicapées, en ce sens que nous avons des associations qui nous regroupent, et dans toutes nos associations, nous prônons l'excellence, nous prônons le travail. C'est-à-dire, ne prenez pas seulement la personne handicapée comme celui qui vient vers vous juste pour mendier, pour quémander. Non, ce n'est pas ça. Dans nos associations, nous appelons ceux qui n'ont pas eu la chance, peut-être parfois comme nous, à se faire former, à aller à l'école, de rêver plus loin. Il n'y a pas de barrière en fait. C'est-à-dire le fait d'être en mobilité réduite ne vous exclut pas d'apporter votre faire-valoir à la construction de votre nation. Loin s'en faut. Et moi, je peux même vous dire que je vais plus loin en disant qu'il ne faut pas exclure les handicapés à certains concours administratifs. Je vous mets à défi, vous allez voir sur peut-être tous les sous-préfets de la République, vous n'avez pas trouvé un sous-préfet à mobilité réduite. Pourquoi? Mais est-ce qu'on ne pense pas qu'une personne handicapée peut apporter un plus? Mais juste pourquoi? Parce que c'est la société qui pense à votre place. Non. Prenez les acteurs et mettez-les au centre de décision que vous pouvez prendre sur eux. Alors, toutes ces revendications, est-ce que vous avez déjà eu l'opportunité de les porter, notamment, non seulement auprès de votre ministère de tutelle, qui est le ministère des Affaires sociales, ou alors auprès même des plus hautes autorités du Cameroun? Ces revendications ont porté davantage sur quels aspects? C'est chaque jour notre combat. On ne se limite pas seulement à nous réunir et à pleurer. Non. Par exemple, je peux prendre pour le cas de recrutement de 25 000 jeunes. On avait dit que c'est une opportunité où on pouvait ouvrir les portes à tout le monde. Mais on a demandé, par exemple, de préciser sur la fiche de renseignement si vous êtes handicapé ou pas. Mais on s'est rendu compte que c'est comme si c'était plutôt pour exclure les personnes handicapées, parce que on s'est rendu compte qu'il n'était même plus assez représenté. Mais face à cela, on a décrié l'injustice, on a assiégé la primature, on s'est dit que mais on ne vous demande pas de nous utiliser parce que nous sommes handicapés, mais utilisez-nous parce que nous avons des compétences. Voilà, la ministre Catherine Bakambok faisait d'ailleurs allusion là à l'accès facile des personnes handicapées dans les hôpitaux publics. Quel est le constat que vous faites? Oui, justement, vous voyez, c'est comme si dans la tête de tout un chacun, quand on n'est pas à mobilité réduite, on se dit que la personne peut-être handicapée a eu à hériter d'un sort quelque part, ou parfois il a porté le péché de ses parents ou quelque chose. Mais ce n'est pas ça. Facilement les portes, même quand il s'agit d'aller vous faire soigner, ce n'est pas ça. Moi, je pense que la construction de certains édifices, quand je vois par exemple l'immeuble qui abrite votre télévision, placé au 4e étage, on ne prévoit pas un ascenseur et autres. Mais je me dis, la personne qui a eu l'idée de faire de construire, à quoi il a pensé? Peut-être qu'il est pour le moment, il a une très bonne mobilité, mais on ne naît pas handicapé parfois dans la vie. Parfois, on peut être frappé de la maladie. À un certain âge, on le devient. Vous voyez que si la personne qui a cet immeuble, par exemple, est valide, un jour ou l'autre, le voilà peut-être qui tombe, qui devient en mobilité réduite. Vous voyez que son propre édifice, il ne peut plus l'exploiter convenablement. C'est le même constat qu'on peut faire même au niveau des édifices publics. Bien sûr, même au niveau des édifices publics. Vous voyez, c'est encore la 22e journée. Et la personne handicap ne date pas il y a de 22 ans seulement. L'handicap est là depuis la nuit des temps. Donc, normalement, on doit pouvoir intégrer certaines approches handicap dans tous les édifices publics. Prévoir des passerelles, que ce soit qu'on puisse accéder, que ce soit avec son tricycle. Si on ne peut pas accéder avec le tricycle, qu'il y ait un ascenseur. Mais parfois, même quand vous allez voir, même là où on prévoit par exemple des ascenseurs, si vous voyez un handicapé, vous allez voir que c'est la personne valide qui court plus vers l'ascenseur et l'handicapé doit pouvoir attendre. C'est un paradoxe. C'est un véritable constat. Zrumba Pabame, merci
d'avoir répondu présent à cette invitation. Une fois de plus, bonne fête pour cette journée qui vous est consacrée. C'est moi qui vous remercie. Mesdames, Messieurs, c'est bientôt la fin de cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis, mais ne partez pas juste après moi. Retrouvez Massou et toutes les personnes qui l'accompagnent dans le cadre de son programme qui commence juste après cette édition d'information. Je vous donne rendez-vous prochainement. Merci et bonne soirée.